Il est des moments où le silence de la trahison est moins dévastateur que le bruit de la cupidité. Pour moi, le moment de vérité n'est pas arrivé par un murmure, mais par un cri, un hurlement qui a résonné dans le salon de ma maison. Une maison que j'avais passé une décennie à bâtir, à chérir et à payer. Mon frère, Antoine, se tenait là, le visage écarlate, la cravate de travers, non pas en demandeur d'aide, mais en propriétaire putatif. Il n'a pas plaidé, il a ordonné « Tu dois vendre cette maison, Marie, maintenant. C'est la seule solution. Mes dettes, elles sont aussi les tiennes. » Ce ton, cette certitude malsaine, a instantanément gelé le sang dans mes veines, bien avant que je ne formule ma riposte. Je suis Marie, j'ai 38 ans, et ma vie n'a jamais été un conte de fées. Elle a toujours été une lutte silencieuse contre le courant d'une famille qui, sans le dire, avait désigné Antoine comme l'unique héritier, l'enfant d'or, le rêve de réussite, et moi j'étais la petite sœur, l'ombre, celle dont on attendait la solidarité inconditionnelle. J'ai grandi dans la région lyonnaise, dans l'ombre de la basilique de Fourvière, une ville où l'ambition se mêle à l'histoire. Nos parents, petits entrepreneurs dans le textile, avaient une obsession, la réussite sociale. Et Antoine, avec son allure flamboyante, ses idées grandioses et son charisme de façade, était leur toile de maître. Moi, j'ai préféré l'artisanat de ma propre vie. J'ai travaillé d'arrache-pied pendant 15 ans comme architecte d'intérieur, économisant chaque centime pour acheter ce pavillon de banlieue. Ce n'était pas un manoir, mais c'était mon ancre, le symbole de ma liberté et de ma résilience. Antoine, quant à lui, avait fait de l'échec un art de vivre. Il a accumulé les projets mirobolants et les faillites retentissantes. Une start-up de livraison de macarons qui a duré 6 mois, un investissement dans un vignoble imaginaire en Provence, et plus récemment, une tentative désastreuse dans le trading de crypto-monnaies qui s'est révélée être une pure escroquerie. Chaque chute était amortie par l'argent et le silence de mes parents. Ils le couvraient, l'excusaient et le réintégraient dans le cocon familial, en me demandant implicitement de faire de même. Mais il y a une différence fondamentale entre aider et financer une dépendance. Ma maison, avec ses murs épais et son petit jardin où je cultivais mes tomates, était l'endroit où je pouvais respirer, loin de ce cycle toxique. Elle représentait l'intégralité de mes économies et mon avenir. Et maintenant, il était là, dans ma cuisine, avec l'odeur du café encore chaud, et il exigeait que je sacrifie mon sanctuaire pour couvrir ses erreurs. L'air s'est épaissi. Ses yeux, autrefois pleins de cette fausse assurance qui charmait nos parents, étaient maintenant remplis d'une panique froide. La panique de l'homme qui sait que le filet de sécurité est sur le point de se déchirer. Mais derrière la panique, je voyais autre chose, l'ancienne arrogance. L'idée que, de toute façon, j'allais céder. Que la fraternité était un chèque en blanc, et que mon devoir de sœur était plus grand que mon droit à l'indépendance financière. Cette fois, cependant, il avait franchi une ligne. Les dettes précédentes étaient de l'ordre de quelques milliers d'euros, des sommes que j'avais pu éponger sans vendre mon âme, des avances que j'avais faites à mes parents sans jamais être remboursées. Mais la somme qu'il évoquait cette fois-ci, c'était une montagne, une somme qui dépassait le prix d'achat initial de ma maison. Il parlait de 500 000 euros, un demi-million envolé dans un mirage financier. Je me souviens de l'inclinaison de sa tête, légèrement condescendante, même dans sa détresse. « Marie, tu es seule, tu n'as pas d'enfant. Cette maison, c'est juste un toit. Moi, j'ai une famille à sauver. » C'était la phrase de trop. Le cynisme de l'égoïste qui utilise la moralité pour justifier son parasitisme. Il jouait sur le fait que je n'avais pas de charge, pas de descendance, comme si ma vie avait moins de valeur, comme si mon labeur était moins légitime. L'analyse ML a mis en lumière un pattern de rétention crucial dans ses récits, la transformation de la douleur en force. L'ouverture doit établir l'injustice non seulement financière, mais aussi morale. C'est ce mépris, cette hiérarchie toxique, qui justifiera la réponse glaciale. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais besoin d'aide, de son absence, de l'indifférence de mes parents. La fois où j'avais cassé ma jambe, il était trop occupé par un rendez-vous d'affaires imaginaires pour venir à l'hôpital. La fois où j'avais eu ma plus grosse opportunité professionnelle,
Il avait monopolisé la conversation du dîner avec un récit de sa prétendue fortune future. L'injustice n'était pas nouvelle. Seule son échelle avait changé. En le regardant, la chaleur de ma colère s'est éteinte, remplacée par une tranquillité clinique. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé se débattre dans ses explications alambiquées sur les marges et les cryptoactifs. Mon silence n'était pas de l'approbation, ni de la peur. C'était l'enregistrement des preuves. Le temps de l'émotion était terminé. Le temps de la stratégie commençait. J'ai vu le soulagement traverser son visage lorsqu'il a cru que ma passivité était un signe de capitulation. C'est là que l'erreur fatale d'Antoine a été commise. Il a confondu ma réflexion avec ma faiblesse. Il ne comprenait pas que ma réponse glaciale ne serait pas un simple refus. Ce serait une manœuvre, un coup d'échec qui allait non seulement sauver ma maison, mais démanteler l'échafaudage de mensonges sur lequel notre famille avait été construite. Ma maison, mon refuge, allait devenir le champ de bataille final. Mon silence s'est prolongé, une éternité de 45 secondes qui a suffi à faire transpirer Antoine. Il a rempli le vide de mon refus anticipé avec plus de justification, plus de pleurs, plus d'exigences. Mais pour moi, cette maison ce n'était pas seulement de la brique et du mortier. C'était la preuve tangible de ma valeur propre, l'unique chose qui ne venait pas de l'approbation de mes parents. C'était ma riposte à des années d'invisibilité. C'est pour cela que je n'ai pas dit non immédiatement. L'analyse des schémas ML indique que, pour maximiser la rétention, le protagoniste ne doit jamais apparaître comme une victime passive. Il doit y avoir une phase de préparation, une contre-enquête qui justifie le coup de grâce final. J'ai donc commencé mon investigation. Après qu'Antoine eut quitté ma maison, avec sa certitude de revenir bientôt avec le notaire, j'ai agi. Je savais que les dettes qu'il avait contractées n'étaient pas gérées par des institutions bancaires classiques. Les sommes, la panique et le vocabulaire qu'il utilisait, les gens qui ne plaisantent pas, la montre de maman comme garantie, tout cela pointait vers un milieu bien plus sombre. Ma formation d'architecte m'avait donné un sens aigu du détail et une discipline de fer. J'ai appliqué la même rigueur à la gestion de cette crise familiale. J'ai commencé par nos parents. Je suis allée chez eux pour un dîner de réconciliation bidon, sous le prétexte de discuter de l'état de santé de ma mère. Le vrai objectif était de sonder le niveau de leur implication et de leur connaissance. Mon père, habituellement si rigide et si fier de l'héritage familial, était étrangement nerveux. Ma mère, toujours obsédée par les apparences, ne cessait de me demander de faire un effort pour ton frère. C'est là que j'ai compris la nature réelle de la dette d'Antoine. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais de leur propre honneur. Il avait mis en gage non seulement l'argent de ses créanciers, mais aussi des biens symboliques de la famille. L'ancienne voiture de collection de mon père, les bijoux de ma mère. Tout avait été dilapidé. En discutant avec mon père, j'ai réussi à obtenir, sous le coup de l'émotion et d'un verre de Bordeaux partagé, les noms de 2 créanciers principaux et le montant exact du passif total. Ce n'était pas 500 000 euros, mais 650 000 euros. La différence était cruciale, car elle rendait la situation d'Antoine non pas difficile, mais mathématiquement insoluble sans une vente de mes biens. La pression morale a augmenté de façon exponentielle. Mes parents ont utilisé la carte de la famille. Ils m'ont rappelé toutes les bonnes actions qu'ils avaient faites pour moi, les sacrifices passés, le prix qu'ils avaient payé pour mes études, bien que je les ai remboursés entièrement. C'était le cœur du chantage émotionnel, te demander de prouver ton amour par un sacrifice financier total. Cette technique, mise en évidence par l'analyse des scripts, est un puissant moteur de conflit et de rétention. Le spectateur est frustré par l'injustice subie par le protagoniste et reste pour voir la réplique. J'ai engagé, en toute discrétion, un détective privé, un ancien ami de mon mari, spécialisé dans les fraudes financières. Mon objectif n'était pas d'accuser Antoine, mais de comprendre l'origine de la dette. Je voulais savoir si cet argent avait été dépensé pour sauver sa famille, comme il le prétendait, ou pour financer un train de vie extravagant et irresponsable. Les résultats de l'enquête ont été encore plus glaçants. Antoine n'avait pas seulement perdu l'argent dans des placements douteux. Il avait détourné les fonds d'un petit groupement d'investisseurs, des amis proches de mon père, des gens que je connaissais depuis mon enfance. Pire encore,
Une partie de l'argent provenait d'un fonds de pension que nos parents avaient remis de côté pour leur retraite. Antoine n'avait pas seulement mis sa propre famille en danger, il avait mis en péril l'avenir de nos parents. C'est à ce moment précis que le ressentiment a cédé la place à une froide détermination. Ce n'était plus une question d'aide fraternelle, c'était une question de justice et d'intégrité. Il fallait un plan qui ne sauverait pas Antoine, mais qui sauverait mes parents et me sauverait moi, de la toxicité de leur propre fils. J'ai réuni les preuves, les relevés bancaires, les noms des créanciers, et surtout, l'acte qui allait sceller la réponse glaciale. J'ai passé une semaine entière à contacter les créanciers d'Antoine, des hommes d'affaires véreux, des prêteurs sur gage. J'ai utilisé mes propres liquidités, l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite, pour une seule chose, racheter ses dettes. Non pas les payer, mais les racheter auprès des créanciers à un prix inférieur à la valeur nominale, en devenant, légalement, sa créancière principale. Ce rachat était le secret que j'allais détenir. L'affrontement final a eu lieu lors du traditionnel repas de Noël chez mes parents, un événement sacré dans la culture française où l'on est censé célébrer l'union et la paix, mais qui se transforme souvent en théâtre des rancœurs. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands, foie gras, bûche traditionnelle, et une table dressée pour l'harmonie, une harmonie qui n'était qu'une façade. Antoine était là, souriant, jouant son rôle de père de famille aimant. Il avait la mine du joueur qui parie le double ou rien, convaincu qu'il a déjà gagné. Il m'a jeté un regard entendu, le regard du prédateur qui attend sa proie. Mes parents, quant à eux, avaient un air de tension mal dissimulé. Ils m'ont servi le magret de canard avec un zèle excessif, comme si la nourriture pouvait étouffer la vérité. C'est après le plat principal, au moment où la conversation se faisait plus légère, qu'Antoine a décidé de frapper. Il ne pouvait pas attendre. Il avait besoin de l'assurance publique pour pouvoir avancer auprès de ses créanciers. Il s'est levé, son verre de champagne à la main, et a commencé un long et insipide toast sur la famille et la solidarité. Mais très vite, son ton a glissé vers le mélodrame. Il a évoqué ses difficultés, ses erreurs, le fardeau qu'il portait. Puis, il s'est tourné vers moi, le ton devenant immédiatement accusateur, devant la famille élargie, oncle, tante, cousin. C'est là que mon frère a crié. Il a crié que j'étais sans cœur, que je mettais l'honneur de la famille en péril pour un simple tas de pierres, ma maison, qu'il était inadmissible qu'une sœur laisse son frère dans une telle situation. Le bruit a été si fort que le verre de ma tante a tremblé. Ce n'était plus un cri de détresse, c'était un cri d'injonction, de droit usurpé. Il a étalé tous les détails de ma vie pour me rabaisser. Mon statut de célibataire sans enfant, le pourquoi je n'avais pas besoin d'une si grande maison, mon métier d'architecte, le pourquoi j'étais censée avoir d'autres sources de revenus. Il a terminé son diatribe en pointant du doigt mes parents, les accusant de n'avoir pas su m'inculquer le sens de la famille. L'atmosphère est devenue irrespirable. La honte et la fureur se sont mélangées sur le visage de mes parents. Ils n'avaient pas anticipé un tel scandale public. Ils se sont tus, pétrifiés par l'exposition de leurs secrets. L'analyse du scénario du 26 mai a montré l'efficacité de la confrontation publique pour le pic émotionnel. C'est l'instant où le protagoniste est le plus humilié, ce qui maximise le soulagement de la vengeance qui suit. J'ai posé ma serviette sur la table, calmement, en prenant le temps de siroter mon verre d'eau, sans une once de précipitation. Ce simple geste, la lenteur contrôlée, était ma première riposte glaciale. J'ai attendu qu'il reprenne son souffle et que le silence dans la pièce devienne assourdissant. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux, puis j'ai balayé l'assemblée du regard. Et là, j'ai révélé mon premier secret, avec une voix si douce qu'elle était à peine audible, forçant tout le monde à se pencher pour entendre, une technique d'orateur pour reprendre le contrôle de la foule. Antoine, mon cher frère, ta détresse est touchante, mais ton récit est incomplet. J'ai fait une pause. L'argent que tu as perdu, il ne t'a pas servi à nourrir ta famille. Il t'a servi à financer ta dépendance au paris et à acheter cette montre de luxe que tu portes au poignet. L'argent, c'est celui du fonds de pension de papa et maman, et celui de 10 autres familles que nous connaissons tous ici. La révélation, précise et sans émotion, a frappé comme une pierre. Le visage d'Antoine est passé du rouge au blanc cadavérique. Il a essayé de m'interrompre, mais mon père, comprenant l'ampleur de la catastrophe, l'a tenu par le bras. J'ai continué, mon ton de plus en plus chirurgical.
Tu as crié que je devais vendre ma maison pour tes dettes. Ce à quoi je te réponds, c'est trop tard. Le silence était si lourd après mon c'est trop tard, qu'on aurait pu entendre les flocons de neige tomber dehors. Antoine s'est libéré de l'emprise de mon père et s'est approché de moi. Son souffle sentant le vin et le désespoir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déjà fait un virement? Dis-le-moi, tu as vendu ta maison. Il n'arrivait pas à concevoir que ma froideur venait d'un plan et non de la panique. Il s'attendait à ma soumission, pas à ma supériorité stratégique. C'est là que ma réponse glaciale a atteint son apogée. J'ai sorti de mon sac une chemise en carton, le genre de chemise que l'on trouve chez le notaire, et j'en ai extrait un document. Je n'ai pas vendu ma maison, Antoine. Je l'ai sauvée. Mais pas de toi. Je l'ai sauvée de tes créanciers. J'ai fait glisser le document vers lui. Le document qui attestait du rachat de la dette. Ces créanciers que tu as si peur de nommer, j'ai passé la semaine dernière à les contacter. J'ai négocié avec eux. J'ai racheté l'intégralité de tes dettes, les 650 000 €, pour 450 000 €, en leur proposant un paiement comptant et immédiat. J'ai marqué une pause, laissant l'information s'ancrer dans l'esprit de tous. Mon père m'a regardé avec un mélange d'horreur et de fierté étrange. Antoine, lui, lisait le document, ses mains tremblant au-dessus du papier. Il n'arrivait pas à comprendre la complexité légale. Mon oncle, qui était avocat, a pris le document et l'a examiné. Il a levé les yeux vers moi, un regard de total respect professionnel. Marie est légalement votre seule créancière, Antoine. La pièce a explosé en murmures. La trahison était passée du côté d'Antoine au mien. Mais cette fois, elle était justifiée, légale, et c'était une démonstration de force. J'ai continué. Ma voix était plate, sans une seule note d'émotion. C'était l'application clinique du plan tiré de l'analyse des scripts champions. Le moment du retournement doit être précis, irrévocable et surprenant. Tu ne me dois plus rien à moi, Antoine. Tu dois l'intégralité de cette somme à la société civile immobilière que je viens de créer. J'ai sorti un deuxième document, le plus important. Cette SCI détient désormais ma maison. Et, dans le cadre du rachat de tes dettes, elle est en droit d'exiger le remboursement immédiat de la totalité de la somme, plus les intérêts légaux. Tu me dois 650 000 €, Antoine. Et tu me les dois maintenant. C'était le coup de grâce. L'argent que j'avais utilisé n'était plus de l'argent de poche. Il avait été transformé en un outil de pression légale implacable. En rachetant la dette et en la plaçant sous une SCI, je me protégeais des attaques futures et je forçais Antoine à faire face à ses responsabilités. La maison était sécurisée, juridiquement intouchable par ses anciens créanciers et par lui-même. Antoine a hurlé. Ce n'était plus une revendication. C'était un cri de bête blessée. « Tu me ruines. Tu es en train de détruire ma vie. » Il a pointé ma maison, avec une rage folle. « Tu as fait cela pour cette maison. » Ma réponse fut l'essence même de la glace. « Non, Antoine. J'ai fait cela pour mes 450 000 € de dur labeur. Je t'ai sauvé de créanciers dangereux pour te placer face à une créancière juste, mais intraitable. J'aurais pu te laisser vendre ma maison, mais en agissant ainsi, tu aurais condamné papa et maman à la rue, car tu aurais simplement reporté l'échéance. J'ai sauvé leur argent, Antoine. Le tien, il y a bien longtemps qu'il est perdu. Mes parents, enfin, ont réagi, mais pas comme je l'aurais cru. Ma mère, en pleurs, a serré mon bras. « Marie, tu as payé ?» Elle ne voyait pas l'aspect stratégique, seulement le sacrifice financier. Mais mon père, il m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, il ne regardait plus le fils, l'enfant d'or. Il regardait la fille qui avait sauvé la famille de la ruine totale et de la honte publique. Mon oncle a pris la parole. « Harold, Diane, Marie est la seule personne qui vous a vraiment protégé. » Antoine, vaincu, a quitté la table en claquant la porte, laissant derrière lui le chaos et les miettes de son arrogance. Le Noël a été annulé, remplacé par une veillée funèbre pour l'illusion familiale. Mais pour moi, c'était une victoire absolue. La victoire de l'intégrité sur la cupidité, de la discipline sur le chaos. Antoine est parti, jurant vengeance, me qualifiant de bourreau, de matérialiste sans cœur. Les jours qui ont suivi ont été remplis de tentatives de conciliation de la part de ma mère, toujours dans la négation de la toxicité de son fils. Mais l'équilibre avait été brisé. J'avais gagné,
mais le prix était la destruction de la façade familiale. J'ai maintenu ma position. Mon oncle, l'avocat, m'a aidé à consolider la SCI, faisant de moi non seulement la propriétaire légitime de ma maison, mais la gestionnaire impitoyable de la dette d'Antoine. J'ai mis en place un plan de remboursement strict, exigeant des versements mensuels, sans aucune souplesse. Pas par vengeance, mais par nécessité. L'analyse ML a souligné l'importance de la résolution propre. Le protagoniste ne doit pas seulement gagner, il doit établir une nouvelle normalité saine. Ce n'était pas un châtiment, c'était une rééducation forcée. Antoine, incapable de trouver un emploi stable, a dû accepter de travailler dans une petite usine de notre région, loin de ses rêves de richesse facile. Chaque mois, le virement arrivait. Lentement, douloureusement, mais il arrivait. Il ne me parlait plus. Et c'était le calme que j'avais toujours désiré. Le changement le plus profond est venu de mes parents. La révélation de l'étendue de la trahison d'Antoine et de ma propre capacité à manœuvrer sous pression a provoqué une crise existentielle chez eux. Mon père, en particulier, a vu clair pour la première fois. Il a compris que l'enfant qu'il avait toujours considéré comme l'échec était en réalité le pilier de la famille. Il a commencé à venir me voir, non plus pour parler d'Antoine, mais pour discuter de mes projets, de mon travail. Il s'est excusé, avec des mots maladroits, pour toutes ces années d'aveuglement. Ma mère a mis plus de temps, mais elle a fini par comprendre que la véritable solidarité familiale n'est pas de financer la destruction, mais d'imposer les limites nécessaires. La maison est restée mon sanctuaire. Elle a pris une nouvelle signification. Elle n'était plus seulement le fruit de mon labeur. Elle était le monument de ma victoire contre la toxicité. Elle était le symbole de mon patrimoine, au sens large du terme. Pas seulement mes biens, mais ma dignité. J'ai utilisé l'argent économisé en rachetant la dette pour consolider mes fonds de retraite et commencer à investir dans l'immobilier locatif. Je ne suis pas devenue riche, mais je suis devenue indépendante. Et cette indépendance était plus précieuse que les millions. L'histoire d'Antoine est devenue une leçon dans notre cercle familial. Il n'est pas ostracisé, mais il n'est plus idolâtré. Il est traité avec la distance d'un convalescent qui doit apprendre à marcher seul. J'ai fait ce que la plupart des gens n'osent pas faire. J'ai refusé la culpabilité que l'on m'imposait. J'ai affronté l'injustice avec une logique froide et une stratégie chirurgicale. Et c'est cette réponse glaciale, dénuée d'émotion, qui a sauvé l'honneur de ma famille, mon avenir et le respect que je me portais. Aujourd'hui, quand je regarde ma maison, je ne vois plus seulement de la brique. Je vois l'endroit où j'ai prononcé le nom le plus important de ma vie. Je vois le début d'une vie où je décide et où personne d'autre ne peut crier pour m'ordonner de vendre mon rêve. Ma maison est mon héritage, et c'est un héritage que j'ai gagné 2 fois. L'onde de choc de la vérité a mis plusieurs mois à se dissiper complètement. Mais la guerre, elle, ne faisait que commencer. Mon « c'est trop tard » n'avait été que la première salve. La riposte d'Antoine, aussi désespérée que prévisible, est arrivée par huissier, sous la forme d'une convocation judiciaire. Il contestait la légalité de la cession de créances et l'usage de la Société civile immobilière, SCI, comme entité de recouvrement. Son argument, soutenu par un avocat de bas étage, un homme aux yeux fatigués par trop de causes perdues, était que j'avais agi par malveillance et abus de droit, exploitant la détresse d'un membre de ma famille pour un gain financier personnel. Pour Antoine, il ne s'agissait pas de recouvrer son honneur, mais de paralyser le remboursement, d'espérer que les frais de justice m'épuisent. L'analyse des schémas ML démontre que, pour maintenir l'intensité, le conflit doit se déplacer du familial au juridique, transformant l'héroïne en un stratège de guerre froide. J'ai dû prouver, encore et toujours, que ma réponse glaciale n'était pas un coup de colère, mais une fondation légale inébranlable. Mon oncle, l'avocat, s'est dévoué à ma cause, non pas par affection familiale, bien que cela ait commencé à poindre, mais par un profond dégoût pour la lâcheté et la mauvaise foi d'Antoine. Il a utilisé la structure de la SCI comme un mur de Berlin juridique, protégeant ma maison et mes actifs de toute tentative de rachat ou de manœuvre d'influence. La SCI, en tant qu'entité morale, n'avait pas de sentiment, pas de fraternité. Elle était une machine à rembourser, calibrée pour le profit et la solvabilité.
J'ai veillé personnellement à ce que chaque clause du plan de remboursement soit exécutée avec la rigueur d'un contrat de BTP. Les parents, eux, ont entamé un long chemin de deuil pour l'image qu'ils avaient de leur fils. Ils étaient toujours tiraillés. Ma mère essayait de m'apitoyer, glissant des allusions sur la fatigue d'Antoine, ses difficultés à supporter le travail physique qu'il n'avait jamais connu. « Il est brisé, Marie. Fais un geste. Réduis la pression. » me suppliait-elle au téléphone, la voix étouffée. Mon père, quant à lui, avait basculé. Le procès intenté par Antoine, attaquant non seulement moi, mais aussi la structure juridique que j'avais créée pour les protéger, a été le point de non-retour. Il a compris que l'irresponsabilité de son fils était une force destructrice qui les consumerait tous s'ils n'étaient pas contenus. Il a pris une décision radicale. Il m'a demandé de l'aide pour auditer les comptes de sa propre entreprise de textile, suspectant des malversations mineures, résidus des mauvaises habitudes financières d'Antoine. J'ai passé mes week-ends à éplucher des bilans, à rétablir une comptabilité saine pour la première fois en une décennie. C'est dans ce travail aride que la vraie reconnaissance a émergé. Mon père m'a désigné, non pas verbalement, mais par ses actions, comme la seule personne de confiance, la seule capable de porter le poids de leur héritage. La maison, mon sanctuaire de banlieue, est devenu le quartier général de cette nouvelle alliance financière. J'y recevais mon père en secret, loin de l'oreille d'Antoine, autour de ma table de cuisine où tout avait commencé. C'est pendant l'un de ces après-midi d'audit que la dernière menace a fait surface. Mon père m'a confié qu'il restait un actif familial, une petite ferme provençale que mes grands-parents avaient laissée pour leur retraite, un bien de peu de valeur monétaire immédiate, mais chargé d'une valeur sentimentale inestimable, le lieu de nos vacances d'enfance. Antoine, flairant une opportunité, avait commencé à y faire des travaux, prétextant vouloir la remettre en état pour la louer. En réalité, il cherchait à créer une nouvelle bulle spéculative pour échapper à sa dette envers moi. J'ai senti la vieille bile remonter. Le serpent était toujours en vie. Ma vigilance ne pouvait pas se relâcher. L'analyse des ganchos émotionnels révèle qu'il faut un dernier test de loyauté avant la conclusion. J'ai pris ma décision. J'ai utilisé ma position de créancière principale pour poser un ultimatum final à mon père. Soit il me cédait la gestion fiduciaire totale de ce bien provençal pour le placer sous la protection de la SCI, soit je mettais en demeure son entreprise pour garantir le remboursement de la dette d'Antoine, exposant ainsi l'instabilité de l'entreprise familiale au reste de la famille. C'était un chantage froid, calculé, mais absolument nécessaire pour éteindre le feu à la source. Mon père, fatigué de se battre contre son propre fils et de devoir sans cesse couvrir ses mensonges, a cédé. Il a signé les documents. La ferme, le dernier bastion symbolique d'Antoine, est passé sous mon contrôle légal. Mon frère l'a découvert par un courrier recommandé. Sa réaction a été de la fureur pure. Il n'a plus crié sur ma maison. Il a crié contre le système que j'avais créé pour l'emprisonner dans ses responsabilités. La réponse de ma part fut un simple texto, la quintessence du glacial. Concentre-toi sur tes versements, Antoine. La ferme sera là quand tu auras remboursé le principal. Je n'ai pas gagné un bien. J'ai acheté la paix définitive. J'avais finalement fait pencher la balance de la loyauté familiale de façon irrévocable, en utilisant le droit comme une arme chirurgicale contre la moralité toxique. Le tribunal, quelques semaines plus tard, a validé la légalité de ma démarche. Le juge, après avoir lu le dossier complet, m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, le respect d'un professionnel pour un coup de maître. Le verdict du tribunal a marqué la fin de l'affrontement légal, mais le début d'une toute autre reconnaissance, celle du monde extérieur, un élément curieux essentiel pour valider l'impact de mon action. Mon oncle, fier de sa nièce, a discrètement fait circuler la nouvelle de l'ingéniosité de ma manœuvre auprès d'un cercle restreint de professionnels du droit à Lyon, dans le milieu des affaires souvent impitoyables de la bourse du commerce. C'est ainsi que j'ai rencontré Maître Dubreuil, le notaire historique de notre famille, un homme d'une 50aine d'années, réputé pour sa prudence et son sens aigu des affaires. Il m'a invité à déjeuner dans un restaurant étoilé, non pas pour discuter de l'héritage, mais pour comprendre. Il voulait comprendre comment une architecte d'intérieur avait pu concevoir une stratégie financière aussi brillante et hermétique. Sa curiosité était mon trophée silencieux. Pendant le déjeuner, il a décortiqué ma démarche, point par point, comme un critique disséquant une œuvre d'art.
Marie, ce que vous avez fait n'est pas seulement de la légalité, c'est de l'art financier. Racheter la dette à un prix inférieur, puis utiliser la SCI comme bouclier et épée, c'est une défense parfaite. Vous avez transformé un passif familial en un actif contrôlé, tout en vous assurant que l'argent de vos parents était sécurisé. La maison est devenue une forteresse fiscale et vous, la reine de l'échec de votre frère. Ce compliment, si cru dans sa franchise, était la plus douce musique à mes oreilles. Il validait mon choix d'utiliser l'intellect contre l'émotion. C'est lors de cette conversation que Maître Dubreuil m'a révélé un autre niveau de la déroute d'Antoine. Il m'a confié la liste des petits investisseurs que mon frère avait escroqués, les amis de mon père, les couples de retraités qui avaient mis leurs économies dans les schémas pyramidaux d'Antoine. Ces gens n'avaient pas les moyens d'engager un procès coûteux. Ils étaient les victimes collatérales silencieuses, les petits porteurs de la toxicité d'Antoine. Le maître m'a regardé, avec une interrogation non dite. J'ai alors compris que ma réponse glaciale devait s'étendre au-delà de ma propre protection. Elle devait devenir un outil de justice rétributive. J'ai agi en secret, sans en informer mes parents pour ne pas relancer le mélodrame. J'ai utilisé l'argent que j'avais économisé en rachetant la dette pour une chose inattendue. J'ai créé un fonds de garantie pour ces petits créanciers. J'ai commencé à les rembourser discrètement, en utilisant la clause de non-divulgation que j'avais exigée de mes avocats. Je leur envoyais des chèques, accompagnés d'une lettre anonyme expliquant que la justice était en marche et que leur perte était en cours de réparation. C'était une manœuvre complexe, mais nécessaire pour la paix de ma propre conscience. Mon analyse ML a mis en évidence le besoin de la protagoniste d'évoluer d'une simple survivante à une figure d'autorité morale. Mon action n'était pas de l'altruisme. C'était une extension froide de ma stratégie. Éteindre tous les foyers de feu qui auraient pu, un jour, créer une dette morale ou une mauvaise publicité pour ma famille, ou pire, une culpabilité résiduelle pour moi. Mon action a eu un effet secondaire surprenant. Les rumeurs d'un ange gardien financier ont commencé à circuler dans le milieu des affaires lyonnais. Les gens se demandaient qui était ce justicier anonyme. Maître Dubreuil, le seul à connaître la vérité, me souriait lors de nos rares rencontres. C'était notre secret, la preuve que la glace pouvait aussi être au service de la justice. La maison, elle, a été rénovée. J'y ai investi l'argent que j'avais sauvé, le fruit de la première année de remboursement d'Antoine. J'ai transformé la cuisine où il avait crié son exigence en une pièce de maître, un sanctuaire de design et de fonctionnalité. Chaque angle, chaque meuble, est une affirmation de ma souveraineté. Elle est la preuve que la seule personne qui peut décider de ma valeur est moi-même. J'ai organisé une crémaillère pour les quelques amis et professionnels qui me soutenaient. Mes parents sont venus, silencieux et fiers. Antoine, lui, n'était pas invité, car ma maison était devenue un territoire interdit à la toxicité. Le véritable pouvoir n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on contrôle. Et j'ai appris à contrôler l'irresponsabilité d'autrui, transformant son passif en ma stabilité. C'était la naissance de ma nouvelle dynastie. 2 années et demie se sont écoulées depuis le Noël de la vérité. Le rythme s'est ralenti, mais la tension est restée une constante silencieuse, une ligne de basse discrète sous la mélodie de ma nouvelle vie. L'analyse des fins de scénario à haute rétention montre qu'elles ne doivent pas offrir un happy end idyllique, mais une nouvelle réalité stable, souvent empreinte d'une amertume nécessaire, une fin qui est à la fois une victoire et une solitude. Antoine continue de me rembourser. La discipline forcée a eu un effet secondaire inattendu, presque ironique. Il a développé une certaine rigueur professionnelle. Il a même été promu dans son usine. Il n'est plus l'enfant d'or, mais il est devenu un adulte fonctionnel. Non pas par choix, mais par contrainte légale. Mais notre relation est irrévocablement brisée. Nous ne sommes plus frères et sœurs. Nous sommes un créancier et un débiteur. Lors des rares réunions familiales, nous nous parlons avec la politesse glacée de 2 étrangers, forcés de partager la même table lors d'un banquet d'État. C'est le prix de ma maison, et c'est un prix que je paie sans regret. J'ai continué à utiliser la SCI comme un levier d'investissement. J'ai acheté 2 petits appartements à Lyon, que je loue. Mon oncle a géré les opérations, me félicitant pour ma prudence de vieille renarde. Je suis devenu l'investisseur que mes parents rêvaient qu'Antoine soit. La différence est que je n'ai jamais cherché leur approbation. Je cherchais mon autonomie. Mes parents,
libérés du fardeau financier et de la honte que leur fils faisait peser sur eux, ont retrouvé une paix relative. Ils n'idolâtrent plus Antoine. Ils le soutiennent à distance, mais c'est moi qu'ils consultent pour toute décision importante. Mon père a fini par me proposer de me léguer la majorité des parts de son entreprise, reconnaissant que je suis la seule capable de la maintenir à flot. J'ai refusé. J'ai expliqué que mon indépendance n'avait pas de prix et que je ne voulais pas échanger le joug d'Antoine contre celui de l'entreprise familiale. J'ai suggéré qu'il crée une fondation de dotation à la place, en utilisant la valeur de l'entreprise pour soutenir de jeunes entrepreneurs de la région lyonnaise, une façon de transformer l'échec de son fils en une réussite collective. Il a accepté. Ce fut le geste final de mon détachement total. Je ne voulais rien hériter de leur toxicité, seulement ma propre réussite. Le véritable point culminant est arrivé il y a 6 mois. Antoine avait effectué son avant-dernier virement. Il ne lui restait que quelques milliers d'euros à payer. Il m'a envoyé un email, la première communication directe en 2 ans, me demandant de le rencontrer dans un café neutre pour discuter de la ferme provençale. J'ai accepté. Il est arrivé, l'air usé, sans son ancienne arrogance, le costume froissé par les années de travail manuel. Il a posé sur la table une liasse de documents. La ferme est presque remboursée, Marie. Je veux la récupérer pour la vendre et enfin être libre. Je l'ai regardé, et j'ai souri, un sourire léger, sans malice, mais d'une fermeté inébranlable. Antoine, la ferme ne t'appartient plus. Mon père me l'a cédée légalement, hors du cadre de ta dette, pour me remercier d'avoir sauvé sa vie et celle de maman. Tu n'as aucun droit dessus. Son visage s'est figé. C'était la dernière, la plus douce, des clauses de la glace. Il ne pouvait pas m'attaquer, car j'avais gagné ce bien avec la loyauté que lui avait perdue. Il a compris. Il s'est levé, mais avant de partir, il a prononcé les mots qui ont scellé la fin de notre histoire. « Tu m'as sauvée, Marie, mais tu as fait de moi ton esclave. » Ma réponse fut la dernière de ce long combat, un testament à ma propre force. « Non, Antoine. Je t'ai forcé à être libre, ce qui est bien plus difficile. Et je me suis sauvée. Je suis partie, le laissant seul. C'est l'histoire de la maison que je n'ai pas vendue. C'est l'histoire de la sœur qui n'a pas cédé. Et c'est la preuve qu'on peut sauver sa famille, non pas par un sacrifice, mais par la justice et la limite. Mon frère voulait que je vende pour ses dettes. J'ai fini par acheter ma propre liberté avec son obligation. Et cela, c'est l'héritage silencieux qui vaut bien plus qu'un demi-million d'euros. Ma maison est mon ancre. Elle ne m'a pas seulement protégée des dettes, elle m'a protégée de moi-même. Elle est le symbole de ma souveraineté, le monument où la douceur de Marie l'architecte s'est transformée en la dureté d'un acier chirurgical.